Bienvenue donc à cette deuxième présentation de la journée spéciale dédiée aux maisons d'édition du groupe Héritage. On vous présente tout à l'heure, on vous a présenté, on aurait pu dire la grande sœur ou le grand frère, et là, on vous présente le nouveau-né. Donc, on passe d'un extrême à l'autre. Et ce nouveau-né-là, ben, écoutez, c'est une maison qui saura passionner les amateurs d'enquête, parce que ça s'appelle la maison Enquête, les amateurs d'enquête, de policiers, de faits un peu étranges. Je vais vous présenter tout de suite Mathilde Signière qui est avec nous, donc qui est la directrice littéraire de cette maison d'édition. Bonjour Mathilde. Bonjour Anne-Marie, bonjour Nicolas. Bonjour tout le Merci monde. d'être avec nous. Ben, ça me fait super plaisir. En fait, c'est le bébé futé de l'équipe que je vais vous Bébé, présenter. c'est bon. Ben, est-ce que je te laisse tout de suite glisser un mot sur cette maison, sa naissance, comment ça s'est passé, et puis aussi peut-être les lignes directrices de la maison pour commencer? Oui, je vais vous présenter tout ça. En fait, tu voulais dire quelque chose, Anne-Marie? Je voyais Nicolas qui faisait des drôles de signes, alors En je me fait, demandais s'il voulait dire quelque chose. ce que je voulais faire remarquer aux gens, c'est qu'on vous parle d'une collection, on vous a dit le nom, mais juste avant, puis je sais que Mathilde va le présenter, mais ça s'écrit de la sorte. Ça, Oui. c'est important de le montrer, parce qu'on a juste dit le nom, je voulais vraiment montrer comment ça... Ouais. Voilà, Mathilde, à toi. Oui, justement, je voulais partager parce que je voulais vous montrer notre beau logo. Mais en fait, l'histoire de la maison Enquête, en fait, c'est parti des profs. Donc, je pense que ça peut vous intéresser. En fait, c'est en discutant avec plusieurs profs qui étaient des passionnés de littérature jeunesse comme vous, j'en suis sûre, à quel point ils se servaient de l'enquête en classe pour donner le goût de la lecture aux élèves. Parce que ce qui est bien avec l'enquête, c'est qu'on peut tout de suite savoir si l'enfant a compris ce qu'il a lu. Parce que s'il a compris qu'est-ce qui s'était passé, s'il voit les indices dans le livre, s'il se rend compte s'il est capable de dire, bon, bah là, c'est ça qu'il cherche, et puis peut-être que c'est lui le coupable, ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre, et ben, on sait que quand il rentre dans l'histoire, puis on ne lui demande pas ça de façon trop, disons, scolaire, c'est plus, on rentre dans l'aventure. Donc, notre souhait avec cette maison d'édition-là, c'était de publier des livres, aussi bien pour les tout petits, donc vous allez voir qu'on a des livres qui commencent dès l'âge de 4 ans, des albums, et puis des romans pour les plus grands jusqu'à la 6e année, mais on a le projet aussi de faire des livres pour les plus grands après au secondaire. Mais que c'est vraiment des livres qui ont l'ambition d'être interactifs, d'être ludiques, de faire rentrer les jeunes dans l'histoire, de les faire participer à l'histoire. Moi, ma plus grande inspiration, puis je vais vous en parler tout à l'heure, je vais vous donner quelques petits scoops, puis je vous montrerai des choses. C'est une enseignante qui s'appelle Shanna Stever, avec qui on va publier son premier roman. Et puis, en fait, dans sa classe, elle faisait des scènes de crime. Alors, les élèves arrivaient, puis il y avait comme un vol ou un meurtre qui avait été commis dans la classe, il y avait toutes sortes de choses, puis il fallait qu'ils élucident ça. Et après, je me suis dit, bah, chaque livre, ça peut être une aventure, ça peut être quelque chose d'amusant, ça peut être un univers. Alors, on a une autrice qui va venir tout à l'heure vous présenter son livre, Annie Richard. Peut-être qu'elle est déjà là, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est déjà là, Anne-Marie ou... OK. Je ne l'ai pas vu Donc, entrer. pas encore, OK. Donc, je vais commencer par présenter d'autres choses en l'attendant. En fait, je vais d'abord je voudrais vous montrer notre logo. Donc, je vais vous le montrer. Donc, là, c'est « Es-tu prêt à suivre la piste d'enquête ?» Donc, ça, c'est nos livres pour les plus petits. Et puis, vous voyez notre magnifique logo Enquête, donc notre enquête d'aventure, enquête d'émotion, enquête de découverte. Avec Enquête, chaque lecture devient une expérience palpitante, cherche les indices, trouve une stratégie, résout des mystères. Donc, c'est ça vraiment. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est absolument tout sur les lutins. Alors, parce qu'on est à Noël, là, n'est-ce pas? Donc, on a envie d'avoir des albums de Noël.
ce petit livre-là, enfin, ce bel album, il m'est particulièrement cher parce que dans une autre vie, j'étais journaliste. Et j'ai une passion pour tout ce qui est magazine et tout ce qui est enquête journalistique, évidemment. Donc là, j'ai mandaté une illustratrice, autrice, Émilie Goulet, pour faire une enquête très sérieuse sur les lutins, pour qu'on sache vraiment, mais qu'est-ce qui se passe avec les lutins du pôle Nord? Donc, on revient avec des reportages exclusifs. Donc, je vous montre la présentation. C'est présenté comme un journal, donc comme un magazine à potins, finalement. Donc, là, on va découvrir, par exemple, que les lutins sont tabous parce qu'on les confond toujours avec des gnomes de jardin. Donc, on donne la parole à leur porte-parole, justement. On découvre également une grande supercherie, apparemment que les biscuits de la mère Noël contiennent des légumes. C'est quand même un scandale. Donc, on va vraiment dans le côté lecture comme un magazine. Donc, ça se lit comme un album, mais en même temps, il faut apprendre à lire un petit peu différemment. Donc, il y a des encadrés, il y a toutes sortes de choses. Et donc, ce qu'on veut, c'est aiguiser la curiosité des jeunes pour que, à la fois, ils lisent qu'est-ce qui est écrit, mais qu'est-ce qu'ils voient aussi sur l'illustration. Par exemple, on va dire « Oh, tout se passe très, très bien dans le monde des lutins. » Non, par contre, personne ne raconte qu'à la buanderie, ils se font complètement arroser par les phoques du pôle Nord. C'est complètement un scandale. Mathilde, Donc, si tu veux juste, oui, c'est ça, mais là, de face comme ça, on va mieux voir. Voilà. Donc, c'est des illustrations très amusantes. Il y en a un autre qui s'en vient, en fait, celui-là, donc c'est celui de Noël. Il y en a un autre qui va nous dire exactement toute la vérité sur les licornes, parce qu'on a envoyé un journaliste faire une enquête très sérieuse pour démasquer, en fait, le fait que les licornes existent et qu'on a voulu nous le cacher pendant de nombreuses années. Bon, enfin! Quel scandale! Si je comprends bien, vous avez choisi juste des thèmes qui n'intéressent pas les enfants, c'est ça? Les lutins, oui, c'est ça, on a choisi. licornes. En fait, on a choisi des thèmes qui m'intéressent beaucoup moi, et comme je suis un grand bébé, eh ben, ça me plaît beaucoup. Mais je pense que, en fait, on est tous comme ça et qu'on adore toutes ces histoires. Donc, on choisit en fait des personnages magiques et mythiques, etc. Je vais aussi partager avec vous ces pages. En fait, le livre n'est pas encore sorti. Il va sortir seulement l'année prochaine, au printemps. Mais je vais vous le montrer. Donc, on a des reportages très sérieux qui expliquent pourquoi les licornes sont parmi nous, qu'en fait, il y a une société secrète qui a essayé de nous les cacher pendant plusieurs années. Mais grâce à notre journaliste Yvan, on va réussir à démasquer les licornes qui sont avec nous et prendre des premières photos de licornes. Donc, vous voyez, c'est très rigolo, c'est très coloré. Et en même temps, je pense qu'en classe, ça vous permet d'exploiter aussi le côté écrit un article, mène l'enquête, fait des photos, découvre des secrets, et puis c'est très amusant en fait aussi à lire ensemble et à partager avec une classe, je pense. Et donc, si voilà. Tu permets, Mathilde, la séparation du texte-image, je trouve qu'elle est brillante et surtout, c'est des albums qui permettent, dans le genre d'un peu d'enquête, que oui, il faut lire, il faut écouter, mais il faut observer aussi. Et l'album, vu que c'est illustré, permet cet ajout-là du défi d'observation quand on veut suivre l'aventure. Et puis, si vous avez remarqué, mais au début, Grégor, ben, il portait un kilt. Oui, tout à fait, c'est Grégor, c'est un expert. Le pauvre, à chaque fois, il se fait effacer sa mémoire et donc ça l'empêche de révéler tout ce qu'il découvre sur les licornes. Mais finalement, cet expert va réussir à témoigner, enfin, grâce à la maison d'édition Enquête. Ben, il faut observer, il faut écouter, mais il faut observer aussi. Écoute, Mathilde, je pense qu'on a déjà ici une bonne idée là, de ce que vous voulez faire avec un côté à la fois ludique et d'enquête avec cette maison-là. Écoute, incognito, elle était dans la salle. Annie Richard est parmi nous. Donc, je vais inviter Annie à ouvrir sa caméra si ce n'est pas déjà le cas. Bonjour, Annie. Là, bonjour, Annie. Merci d'être... Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, très bien. OK, je ne comprends pas pourquoi la caméra ne fonctionne pas, par exemple. Ah, mais non, on te voit. Ah, OK, je pensais que vous disiez que la caméra ne fonctionnait pas. OK, bon, non, parfait. Ça marche. Là, moi, je vais laisser la parole à Mathilde, je crois, pour te présenter, mais il faut que je vous fasse mon
mon aveu à tout le monde ici, je suis un peu intimidée parce que je suis probablement la plus grande consommatrice de balados au monde, dont les balados d'enquête et les balados de true crime. Donc, je suis très honorée de pouvoir recevoir Annie Richard qui vous parlera bien sûr de ce travail, j'en doute pas. Qui est l'autrice de Les fantômes du passé, donc Annie Richard, la dépoussiéreuse de crimes. Je vous laisse en parler un petit peu, Mathilde et Annie, puis on reviendra après, Nicolas et moi, parce qu'on a dévoré notre lecture, puis on a plein d'idées d'activités, donc on vous revient avec ça par la suite. Bonjour Annie, je suis très contente de te voir. Écoute, en fait, je suis vraiment très heureuse de travailler avec Annie. Dès que j'ai commencé à travailler sur la maison d'édition Enquête, j'ai tout de suite pensé à Annie et je lui ai écrit, comme toi, que j'étais une fan et que j'avais envie qu'elle travaille avec nous. Et puis, en fait, je pense que ça a tout de suite bien fonctionné parce qu'en fait, Annie avait envie d'écrire pour les jeunes. Alors, Annie, je vais te laisser te présenter un petit peu ton parcours et puis aussi qu'est-ce que tu fais pour les adultes, pour ceux qui ne sont pas des fans de True Crime. Oui, Et puis, voilà, je te laisse la parole. parfait. Mon nom, c'est Annie. Je suis une éducatrice spécialisée de métier. Je travaillais dans une école pour une clientèle particulière, là, des enfants avec des troubles du spectre de l'autisme. Puis, à temps partiel, bénévolement, j'avais commencé à faire de l'enquête. Ce qui m'avait amené à ça, c'était les archives, en fait. Là, c'est ce que j'aimais, c'est de pouvoir aller chercher des choses ou démystifier des choses via les archives. Puis, de fil en aiguille, c'est tombé un petit peu, oui, en effet, dans les cas non résolus. Au départ, c'était un peu ça. Une curiosité de voir si de nos jours, avec les archives, on pouvait faire quelque chose qui, avec ces accès-là. Puis le 2.0, en fait, le côté plus enquête, mais enquête d'archives que de l'enquête de terrain, évidemment. C'est ça. Puis de fil en aiguille, j'ai développé une passion pour ça. J'ai fait mon cours d'enquête privée. Puis là, pendant le COVID, c'est là que ça a débloqué un petit peu plus, qu'il y a eu les balados, une émission de télé, les livres. J'ai écrit mon livre La dépoussiéreuse de crème sur toutes mes histoires d'enquête qui m'ont le plus marqué, puis qui ont quand même donné aussi des petites réponses à des questions, là, un petit domino d'informations qui peut aider. J'aime particulièrement quand c'est loin dans le passé. Ça gagne à être connu. C'est quelque chose que je pensais jamais que j'allais aimer un jour, mais ça devient comme un peu en sépia. Puis c'est un petit peu ce que je trouve qui est intéressant avec les enfants, c'est qu'il y a une distance dans le temps qui permet que ce soit moins glauque aussi, parce que c'est délicat, la ligne est mince aussi, faire de l'enquête pour les jeunes, mais je pense qu'il y a moyen de le faire. Puis des fois, quand on va dans le passé ou quand on creuse certaines affaires, tout peut être une enquête, fait que c'est un peu ça. Maintenant, je travaille pour le service de la police de la Ville de Montréal. Fait que c'est sûr que là, je me permets d'écrire, mais je fais plus, un petit peu moins de médias. Là, tu sais, je ne ferai plus d'émissions, tout ça, parce que ça corrobore moins. Mais je peux me permettre de continuer à faire des enquêtes du passé, puis c'est ça. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que finalement, c'est une passion que tu avais quand même depuis que tu étais petite, parce que même tu nous racontes dans le livre comme un petit peu la première maison hantée que tu as visitée, un petit peu, parce que pour vous mettre un peu le cadre, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce livre-là, en fait, c'est vraiment comme un documentaire. Mais c'est un documentaire qui est fait sous une forme d'enquête. On s'intéresse aux lieux les plus hantés du Québec, finalement, mais pas du tout avec du sensationnalisme ou comme ça, c'est vraiment très sérieux. On trouve, il y a un endroit, puis est-ce que c'est vraiment hanté? Qui est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que c'est l'histoire de ce lieu? Et on découvre l'histoire de façon complètement différente. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu le premier cas avec la maison hantée dans ton quartier d'enfance, en fait? Oui, la maison La Pointe qui a été détruite plutôt récemment. C'est une maison, disons, je crois que c'est début 1900, si je ne me trompe pas, là, c'était centenaire, en tout cas, ils l'ont détruit parce qu'elle était était à l'abandon depuis longtemps. Cette maison-là, ce que je ne savais pas quand j'étais plus jeune, c'est que c'était une maison de pension, une maison de chambre pour des étudiants pendant longtemps parce qu'elle était un peu à l'abandon. Par les propriétaires qui l'avaient fait construire à l'époque, de génération en génération qui ont resté là. C'est pour ça qu'elle s'appelle la maison La Pointe, parce que c'est les La Pointe qui l'avaient fait construire. Cette maison-là, il y avait toujours un corbillard en avant. Il n'y avait jamais grand monde qui sortait de là. On ne voyait pas grand-chose qui se passait. Fait que c'est évidemment, dans un quartier, les enfants l'appellent la maison hantée.
Puis bon, après ça, il y avait toutes sortes de rumeurs de gens qui avaient déjà vu un fantôme, le corbillard rouler, toutes sortes de choses qui étaient plus ou moins vérifiables, évidemment. Un jour, c'est ça, j'ai cueilli des framboises parce que c'était une maison comme qui était un petit peu à l'abandon. C'était plus ou moins bien entretenu. Il y avait beaucoup de buissons avec des petits fruits. Puis, en cueillant des framboises, des fraises, même si c'était des framboises, il y a une dame qui est sortie là et qui m'a vue voler des framboises, si on peut dire, mais je n'étais pas vraiment sur le terrain, là. Puis, elle m'avait couru après jusque dans la ruelle où je restais. Je restais dans un multiplex, là, dans l'est de Montréal, pour finalement me dire tout doucement de ne plus voler des framboises. Mais moi, j'étais certaine que ça y est, je m'en vais dans un autre monde. C'est terminé pour moi parce que j'avais un fantôme qui me courait après. C'est une dame qui avait un aspect un peu gothique en plus. Fait que c'est sûr que c'est... Puis aussi, je suis la génération qui a vraiment adoré les frissons. C'était nouveau pour nous, puis le paranormal, on aimait vraiment ça, puis je pense que c'est revenu en force. À un moment donné, c'est devenu, si je peux me permettre l'expression, un peu has-been un certain temps, on dirait, puis c'est comme revenu. Même chez les adultes, les gens adorent ça de tous âges maintenant, puis c'est le fait de pouvoir comme partir de quelque chose qui n'est pas vérifiable, qui est évidemment non palpables, comme des fantômes, des ovnis, des choses qu'on n'a pas nécessairement vues, qu'on ne peut pas le vérifier, mais d'aller chercher du vrai en arrière de ça, c'est-à-dire l'historique, le passé de la maison ou les choses qui ont pu se produire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est souvent, on va être intéressé par les contes et légendes du Québec, puis on est comme avec des histoires qui sont un petit peu trop proches dans le temps pour être devenues des contes et légendes. Oui. Et là, on est un peu à la limite floue entre le vrai, le pas vrai, le réel. Puis je trouve que tu amènes des réponses à certaines de ces questions-là, mais on garde quand même l'aura de mystère parce que ça reste quand même intéressant d'avoir cette aura de mystère-là. Et puis moi, j'habite pas très loin de la maison, la Feu Maison La Pointe. Là, j'habite vers l'est de Montréal aussi. Puis évidemment, là, tu commences à lire ça, tu vois que c'est pas très loin de chez toi. La première chose que tu vas faire toi-même comme lecteur, c'est d'aller chercher toi aussi. Ah, est-ce que je suis déjà passée devant? Est-ce que je sais c'est où? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Puis en faisant ce travail-là de mon côté, bien, en faisant cette petite recherche-là de mon côté, parce que je ne l'ai pas faite pendant des heures, là, mais c'est fascinant, tu tombes sur des nouveaux articles. Et pour les pédagogues parmi nous, c'est que là, on est en train de multiplier la lecture. Là. On a commencé avec un texte de 4 ou 5 ou 6 pages. Et là, finalement, ben, on a lu des articles de journaux, on est tombé sur des archives, on est tombé sur des balados, on est tombé sur des... Et on a multiplié le nombre d'informations sur le même sujet. C'est ça, c'est comme un de... Oh, je m'excuse. C'est comme un sudoku de... C'est ça l'enquête, c'est que ça ouvre plein de sous-enquêtes et c'est ce qui fait que ça peut intéresser les jeunes parce que tout d'un coup, l'histoire qui peut être plate pour les jeunes, si on peut dire, à certains niveaux, ça dépend quoi, qui peut leur apparaître quelque chose de pas super attrayant, là, peut le devenir rapidement là, avec ça. Bien, tu as tout à fait raison, Annie. Si je peux me permettre, je vais juste citer quelque chose que tu dis quand tu parles de cette aventure avec la Maison La Pointe. Tu poses une question que tu te poses à toi, mais tu te permets de l'écrire dans le livre. Tu dis, est-ce que ma peur était justifiée d'avoir peur de, bon, tout ce que tu as nommé, la Dame les Framboises, la maison. Là. Tu dis, comment savoir si les rumeurs de l'époque disaient vrai? Et je pense que quand on travaille ce livre avec les jeunes, outre que ce soit divertissant et morbidement hypnotisant, entre toi et moi, je pense qu'on peut parler aux jeunes l'importance de bien se documenter, de développer sa pensée critique parce qu'on est tellement submergé de fausses et de vraies nouvelles qu'à un moment donné, il faut utiliser sa pensée critique. Et je pense que tu as posé cette question-là et tu as dit comment j'ai fait pour arriver à répondre à mes hypothèses. Et ça, je pense que pour les jeunes, pour plein de travaux scolaires, développer la pensée critique est importante. Oui, en effet, c'est vrai. Donc, toi, pour te documenter, tu fais ce qu'on dit aux jeunes, c'est des fois, tu vas te perdre à la bibliothèque. Des fois, tu vas utiliser Internet, mais pour lire de la substance, pas juste pour... Bon. Donc, tu peux parler aux jeunes de comment plein de sources font que tu arrives... Tout à fait, parce que dans le livre, Annie, on explique aux jeunes comment faire comme toi, finalement. On leur donne plein de trucs. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Là est la délicatesse, par contre, c'est que si on les amène à aller voir les anciens journaux, ben c'est sûr que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les années 40, 20, peut-être même 30, il y a une certaine époque où même la presse avait des titres
aussi tapageur, si je peux dire, mais plus que ça encore, difficile à lire que dans le Allopolis dans les années 70, 80, 90. Fait qu'il y a tout cet avertissement-là, un peu qu'il faut avoir là, envers les jeunes, de faire attention que la curiosité, si elle devient un peu morbide, il se peut qu'à un moment donné, ils voient des choses qui sont moins... Mais en général, quand les choses sont bien faites, bien expliquées, il y a moyen que ce soit, oui, pédagogique, parce que il n'y a pas juste les articles de journaux de toute façon, il y a les archives de la Ville de Montréal, il y a les archives, il y a la généalogie, évidemment, que ça, il n'y a pas rien qui va être choquant pour eux ou troublant. Parce que, puis ça marche beaucoup avec les jeunes, parce que je leur dis souvent, la généalogie, c'est une chose. Puis, tu sais, il y en a qui vont me dire, admettons, hey, est-ce que, tu sais, je peux demander à une amie, est-ce que tu veux offrir à Noël, je vais t'aider, on va faire la généalogie de ta mère. Ah, mais elle l'a déjà. C'est sa queue de pain qu'on appelle sa généalogie. Non, ça c'est bien le fun. On voit les noms. Oh, wow, je viens de la France, etc. Bon, mais non, c'est pas ça qu'on fait. Nous, c'est une enquête de famille. Là, on va aller chercher qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que tu as une arrière-grand-mère qui a déjà volé un sac de farine? Est-ce qu'il est arrivé ça? Puis c'est tout des petits faits que là, ça a beau être des petits faits du quotidien, mais quand on parle de 1900 quelque chose, puis que c'est une autre époque, puis c'est spécial, là, ça devient envoûtant. Fait que c'est les jeunes, souvent, la généalogie, c'est une forme d'enquête. Ils enquêtent leur propre famille, souvent. Bien, c'est le fun, puis ça leur montre c'est quoi. Parce que ça revient un peu à ça. L'enquête criminelle, c'est de tout exploiter, toutes sortes de petits filons, puis d'aller dans plein d'actes paroissiaux, de choses, tu sais, ça y ressemble beaucoup. Puis c'est un aussi... Excuse-moi. Mathilde, est-ce que je te laisse y aller, puis j'y vais après. OK. Non, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, ça permet d'aborder aussi des sujets qui sont d'actualité encore aujourd'hui. Dans un des dossiers dont tu parles, par exemple, on parle d'un incendie où il y avait un asile, en fait, où des gens sont morts. Puis dans l'article de journal, ils appelaient les gens qui étaient internés des furieux. Des fous furieux, oui. Et puis, là, on a, comme tu expliques dans le livre, que c'était un terme d'époque, que c'était comme ça. Mais moi, je pense que ça permet aussi de réfléchir à aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on réfléchit beaucoup au vocabulaire qu'on utilise et puis à nos préjugés, etc. Mais il y en a encore des préjugés sur les gens qui ont de la maladie mentale. Puis aussi, ça fait partie de notre histoire de réfléchir qu'à l'époque, on enfermait un petit peu tout le monde. Il y avait des gens qui pouvaient être nés avec une déficience intellectuelle, d'autres qui avaient une maladie mentale, d'autres qui étaient simplement en désaccord avec certains principes et puis se retrouvaient tous enfermés au même endroit. Donc, je pense que c'est des choses que si on le raconte comme ça, de façon plate, comme je viens de le faire, il n'y a aucun enfant qui va écouter ça. Mais quand on se penche dans le cas, dans quelque chose de concret, dans des articles de journaux, des photos, quelque chose qui est vraiment arrivé à quelqu'un, là, on fait réfléchir les enfants. Donc, c'est ça que j'aime vraiment beaucoup dans ton travail. Oui, c'est vrai. Anne-Marie, je ne sais pas, qu'est-ce que tu voulais dire, en fait? Excuse-moi. Ben non, il n'y a pas de souci. Non, je pense que c'est effectivement très intéressant tout ça, mais j'ajouterais peut-être aussi parce que c'est un ouvrage qu'on pourrait absolument destiner aux jeunes du 3e cycle là, sans problème, là, au niveau des thématiques puis des contenus, mais qui va continuer à intéresser, à mon avis, au début du secondaire et même durant le secondaire. Et puis, Annie, moi, je ne suis pas dans cette communauté d'enquêteurs, mais j'ai l'impression, pour écouter plusieurs balados, qu'il y a un esprit communautaire ou un esprit de rassembleur auprès des gens qui font de l'enquête. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert ton travail en écoutant la balado captive, puis là, tu avais été invité où il y avait un cas où il parlait de quelqu'un dans ta famille. Et bon, là, je me disais, ah bon, je vais aller écouter et lire le travail de cette personne-là. Et de fil en aiguille, comme ça, les uns et les autres vont souvent être cités, consultés. On a l'impression, en tout cas d'un point de vue extérieur, qu'il y a un esprit de communauté qui existe. Et ça m'amène à penser que pour un travail à faire en classe, il peut vraiment avoir cet esprit de communauté-là qui est recréé, c'est-à-dire qu'on pourrait confier une enquête sur un lieu du quartier, un lieu de notre ville, un lieu de notre région. Dépendamment de l'âge des enfants, on fait comme adultes un petit peu notre travail avant pour être sûr qu'ils ne tombent pas sur des choses trop macabres, là, mais tu sais, bon, on va savoir à quoi leur confier comme enquête dépendamment de l'âge qu'ils ont. C'est sûr qu'en secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, on peut s'amuser avec peut-être des choses un peu plus crunchées. Il y en a vu d'autres.
Mais après, on peut confier, faire une espèce de bureau d'enquête à l'intérieur de la classe où les uns vont être responsables des articles de journaux, les autres vont être responsables de la généalogie, il va y avoir des gens responsables d'écouter les documents audio qui existent à ce sujet-là, puis que tout ce travail-là communautaire soit mis ensemble pour éventuellement faire la synthèse. Puis là, imaginez, là, on a un travail de collecte d'informations, on a un travail de rédaction, on a un travail probablement à l'oral qui doit être fait, on a énormément de pans de l'évaluation, mais on n'est pas obligé de leur dire, de l'évaluation en français qui peut être couverte par le travail à la manière d'eux, donc de reproduire un peu ce travail-là à l'intérieur d'une classe. Moi, il me semble que je ferais une année avec ça. Je ne sais pas pour les enseignants. Si vous permettez, j'ai une amie. Nos amis sont souvent enseignants bibliothécaires, mais sont aussi parents, bien souvent. Et avec ça, et puis là, ça me rend dingue qu'elle prépare déjà ses vacances de l'été prochain, mais bon. Alors, on a la table des matières dans le livre de la dépoussiéreuse de crime. Vraiment, les dossiers sont ciblés de manière géographique, si je peux dire. C'est ses vacances de l'été prochain avec ses 2 jeunes ados. Elle va faire un road trip de mystère. Et puis ça, il faudrait en parler parce que ça permet de joindre l'utile. Si t'es jeune, ils trippent là-dessus, ben joins tes vacances à ce qui fait tripper tes enfants. Puis, sais-tu quoi, je vais peut-être me joindre à eux, mais bon, on en reparle. Et aussi, à l'inverse, par contre, quand on s'en va à un lieu donné, on regarde, moi, c'est toujours ça que je fais. Je m'en vais à quelque part de nouveau. Première affaire que je fais, je vais même dans les index de coroner, voir quelle mort nébuleuse qui est déjà arrivée. C'est quelque chose que je suis rendue, que j'ai le réflexe de faire. Pas parce que j'aime le morbide, par contre, parce que ça, je le spécifie souvent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'aime les crimes, le morbide, ce qui n'est pas le cas. C'est pas ça qui m'a amené à faire l'enquête. Mais veut pas, on vient qu'à être aiguillé puis à vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé à quelque part. Là. Fait que c'est ça. Puis pour en revenir à Anne-Marie pour le bureau d'enquête, justement, dans le 2e tome que je travaille, j'ai l'intention aussi de parler du fait le 2e regard. Comme moi, souvent, mon père, il va relire le coroner. Puis après, c'est le brainstorm. C'est très intéressant parce que les hypothèses qui ressortent sont différentes. Puis là, je n'avais pas pensé à ça parce qu'à chaque fois qu'on lit un document judiciaire ou un document criminel, on ne se rend pas compte, mais on est biaisé tout le temps un peu. On a un entonnoir sur quelque chose. On cherche de quoi on dirait sans le vouloir. Mais finalement, après ça, c'est possible que l'autre personne avait un autre entonnoir, était plus aiguillée sur autre chose. Puis, comme Mathilde disait, c'est ça, c'est qu'il y a comme un travail aussi qui peut être segmenté parce que, par exemple, moi, juste le fait d'avoir à chercher pour l'émission, il fallait que je cherche beaucoup des adresses, mais à un moment donné, ce qui était très long, c'était les bottins Lovell, ce qu'ils appelaient le directory. Les grands-mères appelaient comme ça le bottin, là, finalement. Mais les vieux bottins, aller chercher là-dedans, il y a comme un art qui se... Fait que chaque élève peut avoir aussi leur particularité parce que le bottin est très, très important pour aller voir qui a déjà résidé à quelque part, les coins de rue ont-ils changé, les noms de rue ont-ils changé. Fait qu'il y a vraiment une multitude de possibilités intéressantes. Ah ben c'est passionnant. Malheureusement, on va devoir s'arrêter ici parce qu'on a déjà ambitionné beaucoup sur le temps qu'on voulait, pour lequel on t'avait réquisitionné. Merci d'avoir si généreusement doublé ton temps de présence avec nous. C'était trop intéressant pour qu'on te laisse partir si vite. Merci. Alors, Annie. je pense qu'en tout cas, à main levée, on pourrait dire qu'il y a énormément de personnes ici qui veulent dépoussiérer des crimes, au moins avec cet ouvrage pendant le temps des fêtes. Merci beaucoup. Et puis, on pourra se dire à la prochaine, Annie. J'ai entendu 2e volume. Alors, on se reverra pour cette occasion-là, j'en suis sûre. C'est parfait. Merci à vous. Merci. Merci, Annie. Bonne journée. Bye-bye. Bye. Bon, Anne-Marie et Nicolas, moi, je pense que je vais vous suivre parce que je pense qu'il y a certains livres que vous aviez, dont vous vouliez nous parler. Puis moi, je peux ajouter des choses si vous voulez. Je voulais vous montrer peut-être après, si on a quelques minutes, quelques projets à venir. Parfait. Mais on va avoir... pour le reste, je vous laisse aller là. Et puis, allons-y. Je veux savoir quelle enquête vous avez menée. On va avoir amplement le temps. Moi, j'ai mené une enquête après m'être défaite d'un microbe, alors j'ai sauté sur un autre microbe. Quand je vous parle de vétérantes, sont-ils une vétérante? Bon, les vétérans de la littérature jeunesse, il y en a une autre qui n'y échappe pas, et c'est Carole Tremblay qui nous amène avec un personnage, Fred Poulet, qui, la couverture ressemble en fait à pas mal d'entre vous si vous avez chopé un virus. Alors, vous avez peut-être ressemblé à ça un matin.
Je vais faire ce que j'ai à faire. Chapitre 1, c'est dans une bulle. Quelque chose ne tourne pas rond. Jeudi, 7h28 minutes, 37 secondes. J'ouvre un œil. Bon, 7h28, 38 secondes. J'ouvre l'autre. C'est encore pire. 7h29. Je suis maintenant convaincu que quelque chose ne tourne pas rond. Quelqu'un m'a fait le coup du microbe. Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est quand, mais je vais trouver foi de Fred Poulet. 7h33, bon, ben, j'ai pas le choix, je m'assis dans mon nez, puis bon, faut bien se le nettoyer, le nez. Je m'assis dans mon lit et je me décrotte le nez. Ma bouche est sèche, mes oreilles bourdonnent, mon front est bouillant, mais le pire, c'est mon nez. 7h45 passe, 7h57, bon, chaque gorgée de verre de lait lui arrache la gorge. Si je veux effectuer mon enquête, un peu comme Annie nous parlait, pour trouver qui m'a refilé ce méchant microbe, je dois me rendre sur le lieu du crime. Et ce lieu, ce ne peut être que l'école. Je dresse d'abord la liste des gens que j'ai vus se moucher dernièrement. Bon, et ça va pas mieux parce que là, il dit, il s'est un peu endormi, puis il se réveille avec la liste collée sur le front. Et puis il dit, bon, lundi, midi à tousser. Il est parvenu à l'école le lendemain. Et c'est lui, je ne sais pas. Mardi, c'est Stéphanie qui était absente. Qui a refilé le microbe à Fred Poulet? Vous allez suivre l'enquête avec lui. Les romans de la série Enquête, qui sont en fait, ça suit aussi une lecture graduée parce qu'il y en a pour tous les niveaux de lecture. Ça suit aussi, et ça, Mathilde, bravo, la structure du roman policier. Donc, la situation initiale, paf, tu as un événement déclencheur, boum, le microbe. Tu as des péripéties, donc la liste des suspects, il va mener. Et tu as non, je ne vous parle pas du dénouement. C'était aussi ce livre, puis j'ai une amie, vous voyez, moi, il y a des choses que je ne vois pas quand je fais des livres parce que ça prouve que nous sommes toutes et tous importants dans la grande, comme maillon dans la grande chaîne du livre pour, au final, faire lire des enfants. C'est qu'on ne les lit pas de la même manière. J'ai une amie qui est bibliothécaire qui a dit, moi, mon mari qui est professeur de maths, il peut travailler les maths avec ce livre-là, ou le temps. Parce que c'est vraiment, tu as une lecture qui est mathématique graduée dans le temps. Ce que j'avais jamais, tu n'es pas obligé de le voir, mais tu vois que tu peux t'en servir pour, bon. Mes amis, dans le clavardage, à quelle heure s'est réveillé Fred Poulet? Bon. Moi-même, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas, Nicolas. Vu que je vois que vous êtes d'une intelligence supérieure, je vais répondre à votre place. C'était à 7h28. Et dites-moi, le lundi, à l'école. Excuse-moi, Nicolas, c'est 7h28 minutes et 37 secondes. Oui, mais là, arrête, tu leur en demandes beaucoup. Non, mais tu poses une question, on donne la bonne réponse. Bon, ben répondez-moi. Alors, le lundi à l'école, qui était absent? Stéphanie ou Mehdi? Qui suit? Eh bien, voilà. Et ça, c'est important. Pourquoi je vous pose ça? Je sais que ça a l'air un peu... Merci, Cynthia, c'était bien Mehdi. La lecture à voix haute, on a l'habitude d'être devenu, si je faisais un test avec vous, je vous demandais est-ce que vous êtes plus auditif ou visuel, vous allez me dire je suis visuel. Il faut qu'on me montre quelque chose une fois pour que je le comprenne ou qu'on me l'écrive. Mais l'audition est importante et parfois poser des questions de participation, même si la lecture se voulait ludique, c'est juste pour s'assurer que le groupe suit parce que si je pose la question que vous m'avez répondu midi et que j'avais pris le temps de lire toute l'histoire et que personne dans mon groupe ne peut me répondre, je dois me poser des questions. Est-ce que j'ai lu trop vite? Est-ce que j'ai des choses à me poser? Et surtout, avant de passer à un autre livre, on peut faire un retour sur ce qui a été lu, peut-être moins bien compris, peut-être parce que j'ai lu trop vite et compagnie. Mais Nicolas, je veux juste aller surfer là-dessus parce que tu dis faire un retour, mais moi, je pense qu'à partir du moment où les enfants ils savent lire par eux-mêmes,
je leur laisserais les questions en suspens. C'est une conversation qu'on a souvent ensemble. Moi, je leur laisserais les questions en suspens. On fait une lecture de groupe, on raconte l'histoire. Évidemment, ils vont avoir retenu certaines choses, puis il y a des choses qu'ils n'auront pas retenues, puis c'est pas parce que vous n'avez pas fait un bon travail non plus, c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent en même temps, puis ils doivent en retenir une partie pour se rendre jusqu'à la fin. Peut-être que l'heure précise, c'est pas nécessaire qu'ils l'aient retenu, ils comprennent qu'il s'est réveillé le matin, tu sais. Mais les questions que vous leur posez, vous pouvez leur faire une liste de 5 questions et dans leur moment libre, donc entre 2 activités, si par exemple, ils ont terminé là, de faire une activité qui était demandée, ils peuvent aller chercher le livre et chercher les réponses à leurs questions en feuilletant le livre. Ça va les obliger à relire des passages, à vérifier, à valider de l'information, puis ils ne se rendront même pas compte qu'ils sont en train de lire eux-mêmes. Ce qu'ils veulent, c'est réussir à répondre à leurs 5 questions. Puis ça, c'est pas besoin d'être évalué. Ça va les obliger à mener l'enquête, Anne-Marie. Exactement, à mener l'enquête eux-mêmes. Puis c'est pas obligé d'être évalué, ça peut être juste pour le plaisir, pour avoir le défi de chacun relever l'enquête, mener l'enquête à leur tour. Alors, et après, ben oui, on peut faire un retour tout le monde ensemble pour voir si chacun a trouvé les réponses à ces questions-là. Et puis, je suis peut-être sévère avec mes questions, mais je vous le jure, les questions de participation, ça n'a pas un but évaluatif, ça a juste un but de compréhension, de s'assurer de la compréhension, même si c'est pour une lecture ludique. Puis, Nicolas, je pressens que tu vas aller présenter un autre ouvrage à l'instant, n'est-ce pas? Alors, je voudrais juste, avant, parce qu'il y a quelque chose d'assez important qu'on a oublié de mentionner et que je pense qu'on devrait mettre de l'avant, c'est que dans les livres de cette collection-là, vous avez des petits écriteaux avec un petit logo qui vous indique dans quel genre d'enquête, dans quel genre d'ouvrage d'enquête vous allez vous trouver. Donc, ici, on était, j'avais Fred Poulet, on était dans une enquête détective. Annie Richard, on était dans les docu-mystères. Vous avez aussi Énigme que vous allez pouvoir voir plus loin. Et ce que tu as sous la main? C'est les lutins, c'est explorateurs. Donc, c'est explorateurs. Donc, ça aussi, on a parlé des auteurs, on a parlé des collections, on a parlé des maisons d'édition. Puis dans les collections, des fois, il y a aussi des filons comme ça, des sous-genres de collections qui vont pouvoir donner, soit que l'élève peut avoir envie de lire seulement les énigmes ou de toucher un petit peu à chacune. Donc là, on leur donne le défi, tu vas lire un livre de chacune des sous-collections pour voir ce que tu préfères. Donc, on peut jouer avec ces éléments-là aussi. Et ce que j'aime surtout, c'est que la collection permet aussi un partage, c'est-à-dire, outre le scolaire, même des nouveaux arrivants qu'on apprend le français, souvent, c'est pas l'enfant qui doit... Ça va être sur plusieurs générations. Et il y a des livres comme le livre de Roxane Turcotte que je vous présente, Animaux, l'affaire, pyjama, permet ça. C'est-à-dire que c'est un roman pour moi hybride. Le genre policier, quand tu es un fan de ça, ça va te suivre jusqu'à l'âge adulte si tu lis jusqu'à la fin de tes jours et ça peut te coûter une fortune si tu ne vas pas en bibliothèque. Donc, le genre policier, ça se partage. Les enquêtes, ça se partage. Ici, on a un peu d'hybride parce que même si on est non-lecteur, on se fait faire la lecture, on peut participer parce qu'il y a du cherche-et-trouve à travers des scènes un peu mystérieuses où tout le monde peut participer à ce partage du... Bon, je vais faire les choses comme il se doit. Ton animal de compagnie s'est enfui. Ton hamster Roger, oui, je devrais dire Roger, mais moi je préfère dire hamster Roger. Ton hamster Roger est en danger. Tes poules ont déserté le poulailler. Cesse de t'inquiéter. SOS Animaux est là pour les retrouver. Et ça, c'est comme un jingle d'un début d'une émission jeunesse de quand j'étais jeune, dans les années. Et puis bon, alors voilà. Allô? Aimes-tu la fiche que j'ai préparée? Mon vrai prénom, c'est Colin. Ma meilleure amie s'appelle Miliane. Quand on est en mission, c'est Coco Millie. Pour demeurer incognito. On est des super-héros. Donc, ça prend 2 super détectives et ça prend 2 super experts. Là, on peut travailler dès le départ l'anticipation parce qu'on a de l'ombrage. Là, déjà, je pourrais arrêter ma lecture et je pourrais, pendant une journée ou 2, travailler des activités d'anticipation, de dessin ou d'écriture avec mes jeunes pour qu'est-ce qui s'en vient. Évidemment, l'équipe du tonnerre va être dévoilée et l'enquête va commencer. J'arrive à la fin.
À peine sorti du jardin, on entend grincer la porte du cabanon et Mathieu s'écrie « Oh, pyjama », qui était son nom. « Vilain, où étais-tu passé? Tu as la chance que SOS Animaux t'ait retrouvé. » Je me demande bien qui sont ces mystérieux Milly et Coco. À la fin de l'enquête, on peut encore travailler l'anticipation. Si tu as suivi, bon. Et là, je suis à la page 64. Mais il me reste comme un autre 50aine de pages entre les mains. Qu'est-ce qui me reste entre les mains? Alors, ce livre te permet de participer parce que tu vas avoir des missions. À travers le livre, on va te parler de drones. Tu veux en savoir plus, on va te dire à quelle page aller t'informer pour savoir de quoi on parle. On va te proposer des jeux de participation, des jeux d'observation. Et même, on arrive avec des missions en couleur auxquelles tu dois participer. Toutes les activités de ces pages-là renvoient sur la fiction que le jeune vient de lire. On va parler, cherche ça dans le jardin de Mathieu, qu'importe. Donc, c'est toujours un retour sur... Et puis ça, c'est important. C'est une lecture qui est à la fois participative, mais aussi dynamique dans le layout. Et c'est super pour les lecteurs, tu sais, qui trippent livre des records Guinness, documentaire des informations étonnantes, parce que c'est bourré de ça à travers la fiction. Donc, des fois, quand on a des jeunes qui aiment la lecture informative et qu'on veut les convaincre à la fiction et au plaisir de lire, eh bien, ma foi, y aller avec ça, ce livre hybride que j'ai jamais vu, eh bien, c'est brillant. Alors, encore une fois, Animaux l'affaire pyjama, puis Roxane Turcotte, qui est une animatrice hors pair de ses propres livres. Anne-Marie, à toi. Moi, j'aimerais profiter de la présence de Mathilde parmi nous pour poser une question, une question d'édition. Tu sais, Roxane a publié de nombreux ouvrages. On voit dans l'écran de Nicolas Le Sablier de Papigeot qu'on va voir un peu plus tard aujourd'hui. Elle a publié beaucoup de livres. Quand arrive un projet comme celui-là, d'où vient le projet? Est-ce que c'est une idée de la maison qui va approcher quelqu'un comme Roxane pour écrire un livre comme celui-là? Ou est-ce que c'est elle, avec son imaginaire, qui a dit, ben moi, je veux faire un livre avec des énigmes? Et si ça vient, disons, de votre côté, avec une demande pour aller dans ce... Comment c'est accueilli? Parce que il me semble que ça doit quand même être vertigineux comme projet pour un créateur de devoir faire une espèce de livre à casse-tête comme ça. Ben, c'est sûr qu'avec l'enquête, en fait, on se lance dans des grands projets, puis des fois, on a des super bonnes idées, puis on ne se rend pas compte de toutes les répercussions, parce qu'un livre comme celui-là, c'est qu'il y a beaucoup de jeux, donc il faut vérifier toutes les réponses, il ne faut faire aucune erreur, parce que souvent, les enfants, ils sont très, très futés, mais nous, qui sommes plus vieux, on est moins futés, donc ça prend plus de temps. Non, je rigole, mais en fait, Roxane, bah déjà, pourquoi on a fait ce livre avec Roxane? Parce que moi, j'adore travailler avec Roxane. Puis, la première chose que je lui avais demandé, il y a assez longtemps, c'était pendant la pandémie, c'était est-ce que tu aurais envie d'écrire une histoire pour les jeunes, pour les petits, en fait, où ils vont mener une enquête. Donc, elle avait comme écrit l'histoire, en fait, l'histoire de base. Puis, en réfléchissant sur la maison, à la maison d'enquête, on s'est dit, oui, mais on ne peut pas faire un livre classique, on a envie d'aller plus loin. Puis ce que disait Nicolas, c'est vraiment ça notre but, c'est qu'on voulait accrocher les jeunes qui veulent lire leur premier roman, qui aimeraient ça lire des romans comme des grands, mais c'est difficile pour eux parce que des fois, ils sont très actifs et puis, entre-temps, ils ont envie d'aller jouer, ils ont envie de faire autre chose, ils adorent lire, mais ce qui est embêtant avec lire, c'est qu'il faut rester immobile, c'est fatigant de rester immobile. Donc, on avait envie d'aller chercher tous ces jeunes-là qui ont l'esprit qui bouillonne comme Milly et Coco et de leur dire, vous aussi, vous pouvez faire partie de SOS Animaux et vous aussi, vous pouvez participer au livre. Donc, en fait, ça a vraiment été un travail d'équipe, ce livre-là. Moi, j'ai beaucoup travaillé toutes les énigmes, les mystères, les jeux, c'est beaucoup mon travail. Mais il y a l'illustrateur aussi, Luke Ives, qui est vraiment extraordinaire, qui a participé parce qu'il a créé des cherche-et-trouve qui sont vraiment sympathiques. Puis même la première fois qu'il m'a envoyé son cherche-et-trouve, je lui ai dit, non mais Luc, tu as oublié de cacher des objets. Je lui ai dit, Mathilde, tu n'as pas pris ton café ce matin, cherche les objets comme il faut. Donc, c'était comme pas si facile à trouver. Là. Non, ils sont difficiles, effectivement. Je les essayais avec ma fille, puis on a eu du fil à retordre. On n'était pas trop de deux pour trouver des objets.
Tout à fait. Puis, donc, c'est pas fait pour les tout petits, enfin, je veux dire, les tout petits de 4 ans très, très futés. Mais ça prend des grands, là. Donc, et puis aussi la graphiste Audrey Jadot, qui est aussi une de nos artistes qui a énormément contribué au livre pour en faire quelque chose de dynamique. Et donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Je dirais aussi le retour de tous mes collègues qui ont testé les énigmes, qui m'ont dit « Ah oui, j'ai essayé ça, j'ai compris. » Donc, et puis, en fait, la chance, pour répondre à la question Anne-Marie, c'est que Roxane, c'est une personne qui est très, très ouverte. Elle adore la littérature jeunesse. Tout ce qu'on peut faire pour que les jeunes aiment les livres, elle va dedans. Et en fait, elle nous a donné 100% sa confiance. Et en fait, ça a été un bonheur de travailler avec elle parce que elle, toutes les idées, elle les accueillait, on discutait. Et c'est sûr que ça a pris plus de temps que de faire un petit roman. Donc, elle a été extrêmement patiente. Mais je pense que le résultat en valait la chandelle parce que finalement, on fait quelque chose qui est tellement amusant et tellement différent que ça nous... Enfin, en tout cas, moi, je suis vraiment très heureuse de ce livre-là parce que rien que de le voir, ça me fait sourire. Mais tu sais, on parle tellement souvent d'innovation dans plein de milieux, puis on dirait qu'on ne parle pas souvent d'innovation en littérature jeunesse, mais je trouve que ce qu'on voit depuis le début de la journée, pour moi, c'est ce mot-là qui me revient beaucoup en tête, c'est innovation, repenser les collections, repenser l'expérience de lecture. En tout cas, avec ça, tu sais, encore une fois, j'ai ce mot innovation qui me revient en tête. Chapeau d'avoir des collections aussi innovantes. Ah, merci. Merci de les lire et d'embarquer dans notre folie, en fait. C'est ça qui nous fait plaisir. Et sachez que la collection Enquête, quand je vous disais que c'était des lectures graduées, donc ça vient même avec le livre de Colembert. Ça, vous devez le lire. Chers adultes, sachez que laissez de côté vos archis là, quand vous allez à la salle de toilette, parce que même les plus grands, il n'y a rien de plus divertissant qu'avoir 40 énigmes à relever parce que ça dépend du lecteur. Un peu, aussi comme on parlait les romans d'héritage ce matin, ce qui est génial, c'est quand on met de compte les mains du lecteur pour qu'il puisse poursuivre sa lecture, poursuivre l'aventure. Et ce qui est brillant dans ce livre, voici, et je le lis ensuite, Anne-Marie, tu passes, on continue. PS, si tu souhaites avoir un indice sur ce qui se passera dans l'histoire, tu n'as qu'à noter les mots en majuscules dans chaque chapitre. Le mot formé par leur première lettre te donnera un excellent indice. Alors, je vous invite à l'Académie des secrets. Ici, on est dans la disparition à Saint-Glinglin des mystères, comme quoi le ludique peut s'immiscer dans le sérieux et dans les enquêtes. Et puis, eh bien, enquête, vraiment, encore une fois, il y en a pour tous les genres de lecteurs, pour tous les âges, et surtout des lectures pour le plaisir, des lectures qui suivent une structure solide et réfléchie, mais un divertissement assuré pour tous les âges. Mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Il nous reste encore 13 minutes, là, donc j'aimerais prendre le temps d'aborder ce sujet-là. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé depuis le début de la journée, puis c'est l'importance de développer chez les jeunes le sentiment de compétence en lecture. Et plus les jeunes vont se sentir compétents, plus ils vont avoir envie de lire. C'est-à-dire que ça nous donne envie. C'est naturel, là, quand on se sent intelligent, on a le goût de continuer dans cette voie-là. Puis je trouve que ces enquêtes-là, ces énigmes-là, si elles sont bien accompagnées, parce que, attention, s'il y a des gens qui se sentent incompétents, on arrive dans l'effet inverse. C'est notre responsabilité à nous, comme adultes, de les accompagner. S'assurer que le sentiment de compétence est développé, les aider à développer ce sentiment de compétence-là. Mais toutes ces énigmes... Excuse-moi, je voudrais juste renforcer par rapport à ce que tu viens de dire. Et en fait, nous, vraiment, dans les livres, on s'est vraiment assuré que si le jeune n'avait pas envie d'aller jouer dans les jeux, de faire les enquêtes, il pouvait quand même comprendre l'histoire. Et on a toujours fait attention qu'il y a l'histoire, il y a les jeux, et tu prends ce que tu veux dedans, en fait. Donc vraiment, on veut abandonner personne, on veut que tout le monde ait du fun dans la lecture. Excuse-moi, je te laisse poursuivre. Non, mais tu as raison de le mentionner absolument. Je pensais des fois aux jeunes qui sont, on a toujours des âges suggérés là, à Lando, puis je pensais aux jeunes des fois qui sont un petit peu plus jeunes, mais qui sont de très bons lecteurs, mais qu'au niveau de comprendre les énigmes, c'est plus compliqué pour eux. On peut s'assurer de faire un suivi avec eux s'ils veulent faire justement ce travail-là de résoudre les énigmes. Mais c'est important de le mentionner aussi, effectivement, ce que tu dis. Mais tout ça, c'est des éléments qui vont contribuer à leur sentiment de compétence. Le jeu, la réussite dans le jeu, bien, ça va leur donner envie de continuer à lire, d'en lire d'autres, etc. Puis,
dans le sentiment de compétence, pour moi, en tout cas, vous me direz si c'est la même chose pour vous, mais il y a aussi le fait d'avoir des fois accès comme à des petits clins d'œil. Des fois, de reconnaître quelque chose dans un ouvrage, ça nous fait sentir comme si on était le seul à le reconnaître. Okay? Ou quand il y a un petit clin d'œil, quand l'objet est pensé, puis qu'on se rend compte que l'objet a été pensé avec tous ces petits plus, ces petits clins d'œil-là, on se sent interpellé par ça. Et dans l'Académie des codes secrets, ben, tu sais, on commence dès le début, dans le paratexte, on commence avec la dédicace. La dédicace elle-même est un code secret. Donc, il faut réussir à résoudre le premier code secret qui est la dédicace pour savoir, si on ne l'a pas résolu, si on ne résout pas la dédicace, on va comprendre l'histoire. Ce n'est pas important de le résoudre si on veut savoir ce qui va se passer. Mais c'est un petit plus, un petit quelque chose que si nous, on l'a vu, là, on dit, ben moi, j'ai même une enquête de plus de résolu parce que j'ai vu que la dédicace, elle était à résoudre aussi. Thomas, tu lèves la main. Je voulais juste rebondir par rapport au concept d'innovation dont tu parlais tout à l'heure, parce que oui, innovation par rapport à, on a des idées à la minute avec tout le monde dans notre équipe et on pourrait faire 1001 collections si le temps nous le permettait et puis les moyens, mais il y a surtout une passion. Je pense que c'est ça qui nous anime, c'est-à-dire que on ne fait pas des livres, bien sûr que le livre reste une marchandise, entre guillemets, j'aime pas trop le terme, mais ça reste qu'il pourra en faire, il faut en vendre aussi. Mais ce qui nous anime, c'est vraiment le souci d'aller chercher le lecteur, d'allumer le lecteur. Et puis le fait qu'on ait des enfants, avec Mathilde, on s'en sert un peu comme cobaye, c'est-à-dire qu'on teste des choses, on a des intuitions, puis on leur pose des questions, je pense que ce qui fait aussi, puis chacun ailleurs, il y a des livres formidables qui se font aussi, mais ce qui de plus en plus nous caractérise, c'est notre capacité à nous défier, tu sais, à dire, OK, ben, un livre, c'est un support livresque avec des mots, mais nous, on veut aller plus loin. On veut vraiment pousser l'expérience pour montrer que la technologie, c'est une chose, mais la lecture, il n'y a pas d'équivalent. Je veux dire, quoi qu'il advienne, la lecture est là pour rester. Et nous, c'est le pari qu'on fait, en fait. Ça paraît en tout cas qu'il y a cette passion-là, Thomas. Je vois le temps qui file. Mathilde, tu voulais nous annoncer quelques ouvrages à venir? Je voulais vous parler de quelques trucs à venir, mais je voulais aussi vous parler quelque chose qui va peut-être toucher beaucoup les gens ici, c'est que nous, au printemps prochain, on va publier en fait le premier roman d'une prof. Puis, en fait, donc j'en ai parlé au début, Shanna Stever, donc peut-être que vous la suivez sur son blog, sur Instagram, c'est Madame Shanna. Puis c'est une passionnée de la littérature jeunesse, puis c'est une enseignante. Et elle met toujours en scène ses livres d'une façon tout à fait remarquable avec sa classe. Elle trouve toujours des jeux, des choses à faire. Et en fait, on va publier son premier livre et elle n'avait jamais écrit avant parce qu'elle faisait beaucoup de critiques littéraires, des choses comme ça, mais elle n'avait jamais écrit de roman. Puis on l'a accompagnée dans son idée et ça part vraiment de sa classe, c'est-à-dire que la nouvelle série, c'est la classe de Madame Shanna. Puis elle, tout le temps, elle présente des livres à ses élèves, puis elle leur lit des livres à voix haute, puis ils discutent et puis ils mènent des enquêtes autour des livres. Et là, ben on est plongé en fait, dans l'univers de Madame Shanna et dans les enquêtes qui se mènent à l'école. Alors, je voulais vous partager un petit peu ça. C'est sûr que pour Shanna, ça a été un processus assez long. Elle a commencé à écrire, on a travaillé ensemble. C'est son premier roman. Et il y avait toutes sortes de collaborations et tout ça. Je voulais vous montrer comme quelques pages de l'intérieur en fait, de ce livre-là, qui n'est pas fini du tout. Alors, vous m'excuserez, il y a du noir et blanc encore. Il y a peut-être des fautes d'orthographe qui sont encore là. S'il y en a qui les signalent, j'attends vos commentaires. Mais donc, finalement, ça, c'est l'intérieur de son livre. C'est ses héros, Victoria et Ahmad, qui sont les coprésidents du Club des Curieux. En fait, ça a été très émouvant avec Shanna parce que, en fait, elle a créé ses personnages, puis on a commencé avec l'illustratrice, puis quand je lui montrais ces personnages, parce qu'elle ne s'imaginait jamais qu'elle allait écrire un livre,
Puis, c'était vraiment émouvant de voir chaque petit détail, en fait, qu'on peut créer ensemble, comment les choses s'ajustent pour finalement faire un livre. Donc, vous voyez, donc, il y a un livre qui va disparaître, puis les enfants, ils sont en train d'essayer de trouver qui est-ce qui a volé leur livre de la semaine. Là. Donc, on voit, en fait, donc, le personnage, donc, Madame Chana, bah, elle ressemble beaucoup à Chana, qui, elle, se déguise toujours selon ces livres-là. Moi, il y a des choses qui sont vraiment mignonnes, parce que souvent, on me demande comment on fabrique des livres, combien de temps ça prend. Ben, ce livre-là, ça va avoir pris peut-être 7 mois à faire entre la première idée puis le livre. Je vais vous montrer comme quelque chose de trop mignon qu'on a reçu de l'illustratrice. En fait, moi, c'est le genre de truc, quand je reçois ça, je dis « Ah, qu'est-ce que j'ai bien fait de choisir ça comme métier ?» Est-ce que vous le voyez là ou je ne vous le partage pas encore? Je ne pense pas que je vous le partage. Attendez. Pas encore, non. Je vais le choisir. Voilà. C'est que ça, c'est le livre de Madame Chana avec tous les mini petites illustrations qui ont été faites par l'illustratrice. Et puis, comme une sorte de petit chemin de fer où on voit tous les petits détails, alors toutes les petites choses. Il y a aussi les croquis des personnages qu'on reçoit. Puis c'est comme si chaque chose s'emboîtait. C'est comme si nous-mêmes, à chaque fois qu'on faisait un livre, on menait une petite enquête. Je vais vous montrer par exemple les personnages, comme en quoi on a hésité, comme les personnages qu'on a eus au début, en noir et blanc. Alors, je vous montre. Excusez-moi, c'est technique. Ah, excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Il faut que j'ouvre mon document. Est-ce que je peux t'aider? Non, c'est bon, c'est parce qu'il faut que je les ouvre pour pouvoir les partager. Je te remercie, j'ai réussi maintenant. Je pense que j'ai réussi. Ah, ça merde. En tout cas, je voulais vous partager ces petites illustrations-là, mais pourquoi je n'arrive pas à les partager? C'est une question. Ah, voilà. Donc ça, c'est comme ce qu'on a reçu au début. Puis quand on a regardé, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu tout à l'heure, c'est comme là, ils avaient un look un petit peu trop rétro, donc on a fait mettre des pantalons aux filles, là, on les a fait rentrer un peu plus dans la modernité, mais comme chaque petit détail compte pour que le personnage devienne le personnage. Je vais vous montrer maintenant la version en couleur. Finalement, qu'est-ce qu'on a choisi? Excusez-moi, je suis moins habituée que vous à tout ce qui est Zoom parce que je n'ai pas géré une classe. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, finalement, ils sont devenus ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment une aventure de se dire comment un livre a été construit. Puis, je pense aux élèves de Madame Chana qui vont découvrir que leur prof écrit des livres. Puis, comment ça peut devenir comme une aventure c'est comment on construit un livre. Ça, je pense que c'est la plus belle enquête qu'on peut proposer aux jeunes. Voilà, c'était ça que je voulais vous partager. S'il reste une minute, je vais peut-être vous montrer une chose, un autre projet qui nous tient vraiment à cœur, qui va sortir ce printemps. Vous allez voir qu'on va dans toutes sortes de directions, en fait, parce que finalement, je vais vous présenter un détective qui est tout à fait particulier et tout à fait sérieux. Donc, on rigole vraiment pas avec ce livre-là, donc faites attention. Ce sont les enquêtes d'Échalote, la marmotte détective. Oh, c'était génial. Donc, Échalote, en fait, c'est la détective des jardins quand il y a quand une salade, une carotte qui disparaît dans le jardin, celle qu'on appelle. Le problème, c'est qu'Échalote est très gourmande. Donc, en même temps qu'elle fait son enquête, avec tous ses accessoires, comme vous pouvez le voir, en fait, eh bien, elle goûte aussi un petit peu. Donc, il faut faire attention parce que est-ce que c'est la marmotte qui ravage le jardin ou est-ce que c'est les criminels? On ne sait pas. Mais bon, même si c'est interdit aux marmottes, elle n'hésite pas à rentrer sur la scène du crime et elle n'hésite pas à vraiment se donner à fond pour découvrir les choses en mangeant beaucoup de framboises.
Donc, c'est un livre aussi où ce qui est dit dans le texte et qu'est-ce qu'on voit sur l'image, il y a un décalage. Donc, on essaye, il y a l'enquête que mène Échalote, mais il y a aussi l'enquête qu'on mène avec le jeune lecteur en lui disant, mais à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là? Est-ce qu'Échalote, elle avait besoin de goûter la framboise pour savoir qui était le coupable? Donc, c'est un petit album qui va sortir ce printemps aussi, qui est vraiment très, très mignon, qui a été écrit aussi par une enseignante qui s'appelle Émilie Demers. Donc, voilà. Comme vous le voyez, on aime beaucoup, beaucoup travailler avec les enseignants. Voilà, par rapport à Échalote. Bien, écoute, Mathilde, merci infiniment. C'était très intéressant de découvrir. Là, je ne sais pas si ça paraît, là, mais de notre côté, on est comme les autres de cette journée, mais Nicolas et moi, on apprend plein d'affaires, puis on découvre des choses, puis on a, je pense, autant de plaisir que les participants à découvrir les créateurs, puis leurs univers, puis vous nous amenez, Thomas et Mathilde, énormément de contenu intéressant à se mettre sous la dent. Puis c'est rare, quand on n'est pas dans le milieu du livre directement, d'avoir accès à justement ce processus-là, les petites anecdotes, le récit de comment c'est fait, puis ça rend l'expérience tellement humaine, puis je trouve qu'en même temps, ça donne vraiment un point de vue du travail acharné qu'il y a en arrière des livres. Tu sais, c'est pas je vais faire un livre, puis j'écris mon livre, puis je l'envoie, puis c'est publié. Il y a tout un travail, puis on voit bien en plus, le genre d'ouvrage que vous proposez, qu'il y a comme une couche de travail supplémentaire, puis vous le remettez toujours en question aussi, tu sais, pour modifier la formule, améliorer la formule, proposer des innovations, comme on le disait tantôt aux jeunes. Et ce que Thomas disait aussi, la passion, elle est évidemment bien palpable. Ce qui se passe Nicolas? aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas plus gamins que des enseignants, des bibliothécaires et moi, ce qui se passe aujourd'hui quand on a accès à la maison d'édition, aux directrices et aux directeurs de collection, bon, c'est comme un gamin dans une école qui a le droit de rentrer dans la salle des profs. Tu sais, là, les enfants veulent tellement savoir ce qui se passe dans la salle des enseignants, là, cette salle où ils n'ont pas accès. Et puis là, et pourtant, je pense que c'est important de, pas démystifier, c'est pas le bon mot, mais de voir comment nous sommes accessibles les uns les autres, les uns aux autres, et comment la communication est importante à la fois entre les éditeurs, ceux qui parlent de livres, comme Anne-Marie et moi, les professionnels, comme vous, bibliothécaires, techniciens de documentation et all that jazz. Il faut se parler au nombre de livres qu'il y a. Notre but, au final, qui est honorable, c'est de faire lire des enfants, et on ne veut surtout pas mettre n'importe quoi entre les mains des enfants. Et avec la qualité des livres qu'on vous présente aujourd'hui, c'est important de se les communiquer, de les découvrir, ou de le redécouvrir autrement avec des pistes d'exploitation.